Mesdames, Messieurs, chers Arséguiens, bonsoir, bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver pour cette session du Club immobilier de l'Arsègue, une session qui va être consacrée, vous l'avez vu, au nouveau mix immobilier. Donc, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Dites-le nous à travers le chat qui est à votre disposition sur la droite de votre écran. Voilà, réagissez, dites-nous bonsoir, dites-nous si tout est OK au niveau du son et de l'image. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver pour cette session qui manifestement va traiter d'un sujet d'actualité pour vous, puisque vous avez été plus de 200 à vous inscrire pour cette session, un record pour un webinaire de l'Arsègue. Donc, encore bienvenue, et j'en profite pour accueillir notre tout nouveau président du Club immobilier de l'Arsègue, Julien Fouché. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous, Julien. Alors Julien, tu prends la suite de Latifa Akou, qui a présidé aux destinées du club immobilier pendant près d'une dizaine d'années, avant d'être élue présidente de l'Arsègue le mois dernier. Et elle t'a donc passé le flambeau. Donc tu vois que la voie est tracée pour toi. Hein, voilà, je te le souhaite. En tout cas, merci beaucoup. Bienvenue, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ce flambeau. Un petit mot quand même, du coup, pour te présenter et puis nous dire un petit mot du club immobilier, s'il te plaît. Alors, merci à tous et à toutes d'être présents. Alors moi, mon objectif est de rester dans le club immobilier parce que je suis sur un temps long. Je suis sur le temps immobilier, moi. Donc voilà. Par contre, je tiens vraiment à participer à la dynamique qui a été lancée par Latifa. Et je suis très heureux d'être président de ce club, en fait, qui regroupe des membres actifs, tant directeurs environnement de travail et membres associés. Et d'ailleurs, je salue Bruno qui nous a rejoint dans le comité de pilotage. Bruno Devers, hein, qu'on va voir tout à l'heure d'ailleurs. Tout à fait. Et pour précision, donc moi je suis Julien Fouché, je suis directeur des projets immobiliers France et je m'occupe également du run immobilier avec une équipe et de la sécurité pour le groupe UP. Donc c'est une intervention sur les zones France, spécialement sur des salles data ou des zones de production et de valeur. Très bien, merci beaucoup Julien. Un petit mot sur le club immobilier que tu as découvert. Qu'as-tu découvert de ce club? Tiens, un petit mot sur le club. Alors, comme tous ceux qui sont inscrits, je pense, des personnes qui sont passionnées, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qui s'interrogent et qui se posent des questions pour que ça participe bien et qu'on puisse avancer sur l'immobilier, sur la vision de l'immobilier, tant en termes de biens immobiliers que de services, justement. Que d'exploitation, hein. C'est la particularité de ce club immobilier de l'Arsègue. Donc c'est un club qui fonctionne, tu l'as découvert, avec un comité de pilotage paritaire entre des représentants de membres actifs de l'Arsègue, donc des utilisateurs, directeurs environnement de travail, directeurs immobiliers, et des prestataires, partenaires, membres associés de l'Arsègue. On va d'ailleurs ce soir en découvrir, tous les découvrir. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Julien, tu restes avec moi. Très rapidement, pour vous dire, et je salue tous ceux que je connais, j'ai vu Patrice qui me demandait si j'allais bien. Merci beaucoup, Patrice. Oui, bien. Hein. Toujours à distance, malheureusement, vivement qu'on se revoie pour de vrai. J'espère très bientôt. Alors, en tout cas, pour ce soir, c'est le nouveau mix immobilier dont on va parler. Après le déconfinement, le reconfinement, le retour au bureau, le télétravail se développe. En tout cas, on anticipe un développement du télétravail sans qu'on sache encore très bien où est-ce que va se positionner le curseur, mais on se dit que ça va avoir un impact sur les schémas directeurs immobiliers, sur ce fameux mix immobilier dans lequel vient se loger à côté des bureaux, des espaces de coworking ou de corpo-working. On verra tout à l'heure ce que tout cela veut dire. Le domicile aussi des collaborateurs. Voilà, il va falloir en tenir compte. Alors, comment on anticipe, comment on gère cette nouvelle flexibilité, ce nouveau schéma immobilier et quels nouveaux risques peuvent surgir, comment trouver le bon équilibre?
Nous allons en parler avec nos invités ce soir. Et pour démarrer, pour nous donner un petit peu le contexte général du sujet, je suis très heureux d'accueillir sur notre scène virtuelle, ils vont me rejoindre, Michel Lagrave et Diane de Pompignan, qui se trouvent dans les locaux de son entreprise avec Damien Girard. Voilà déjà Michel, et Diane va sûrement nous rejoindre, voilà, tout de suite. Bonjour Michel, bonjour Diane. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, tous deux membres du comité de pilotage du club immobilier, Michel Lagrave pour JLL, tu es à la direction du développement de JLL, et Diane de Pompignan, et tu es directrice conseil chez Colliers International. On va démarrer avec toi, Michel, un petit mot sur le contexte général de présentation du sujet. Oui, bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous avons plaisir ce soir à participer à ce webinaire. Vous savez que JLL est très actif dans les études, et ce soir, je suis accompagné, vous découvrirez tout à l'heure la présence de Camille Ranieri, qui travaille à la direction des études chez JLL, et donc qui va vous exposer effectivement toutes nos réflexions sur cette thématique. Donc, en introduction, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'effectivement, une crise, c'est toujours l'occasion de remettre à plat les modes de fonctionnement, nos façons de vivre, de consommer et même de se saluer. Donc, vous avez vu dans 6 mois comment nos sociétés ont été transformées. Donc, c'est un moment riche, effectivement, dans notre secteur d'activité pour l'ARCEG, pour l'environnement de travail, mais également, effectivement, pour les recherches, puisque la vraie question qu'on peut se poser, sans être trop provocateur, c'est qu'est-ce qu'on va venir faire au bureau demain ? Quelle est la valeur ajoutée par rapport à notre domicile, finalement, parce qu'on s'accommode de cette situation, peu ou prou. Donc, nous, on en est quand même à notre 10e publication sur le sujet. On a une grosse réflexion qu'on a entamée il y a plusieurs années avec nos équipes opérationnelles et une recherche très appliquée. Ce qui est important dans les études, c'est que c'est vraiment fait sur un retour d'expérience de nos utilisateurs et également de notre environnement avec l'ARCEG. Donc, récemment, on a lancé une étude auprès de 88 entreprises et avec plus de 2000 salariés dans les bureaux, dans le monde, dont 200 en France. Donc, la crise, comme vous l'avez pu le voir et le vivre, a énormément accéléré la tendance du télétravail. Donc, le télétravail, c'est quoi? C'est le travail partout, donc à la maison comme dans un coworking. Ce n'est pas qu'à la maison. Avant la crise, plus d'une entreprise sur 2 ne permettait pas le télétravail. C'est ça qui est intéressant, ou ne l'autorisait que de façon ponctuelle, de manière exceptionnelle. Et tant que le risque sanitaire est là, on est plutôt sur 3 jours, on va dire, même minimum, par semaine. Et on s'aperçoit qu'en ce moment, avec les récentes négociations, le retour d'expérience aussi qu'on a eu sur le confinement 1, où on ne savait pas où mettre le curseur, il y a un consensus qui dit le télétravail, ça va être à peu près 2 jours par semaine. Ça, c'est le consensus global. Donc, en slide 2, Lionel? Oui. On y est. Donc, le confinement, effectivement, c'est vraiment une période d'expérimentation, comme je vous le disais, et on peut avoir le retour d'expérience que l'on a, c'est que les gens ont vraiment apprécié de moins se déplacer, d'être plus local, avec des horaires plus souples et un meilleur équilibre entre la vie perso et la vie pro. Donc, c'est vraiment des changements. Donc, la priorité post-crise, ça va être vraiment, finalement, de retrouver et de conserver cet équilibre professionnel et perso. Et parce qu'on a touché du doigt en confinement, la vie en local. On s'est dit que finalement, la vie en local, c'est important, et ça, c'est quelque chose de nouveau et qui a été assez bénéfique. Dans le local, c'est moins déplacé, une mobilité plus douce, et c'est fonctionner avec un écosystème. On a vu effectivement que ça permet de se reconditionner dans un autre environnement. Après, il y a une aspiration locale. Est-ce qu'effectivement, tous en home office? Bien sûr que non. On a vu et on l'a vu en confinement, certains se sont risqués en disant on va être tous en télétravail et ça va simplifier les choses. Et on se rend compte que non, c'est plus complexe que ça. Aujourd'hui, on n'a pas la boule de cristal, on a des réflexions poussées. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, tout comme effectivement les prestataires qui travaillent dans l'environnement tertiaire, sont très prudents et on avance pas à pas. On a des perspectives intéressantes, mais le home office est discriminant.
on s'aperçoit que certains sont pénalisés, ne peuvent pas travailler effectivement, pour plusieurs raisons, hein, en home office. Donc, ce n'est pas une solution unique. Les entreprises prennent la mesure de l'ancrage local réclamé. Donc, il y a une prise de conscience et le coworking comme le corpo-working sont sérieusement envisagés. Tout ça pour donner d'autres points autour de l'entreprise et pour pouvoir être efficace. Mais en fait, les coworking, en fait, il y a une nouvelle aspiration à avoir une nouvelle génération. C'est pour ça que les coworkers repensent aussi leur concept. Okay. Donc, plus d'espace extérieur. Donc, il y a un léger manque de maturité aussi en France par rapport au reste du monde, mais c'est peut-être une prudence. Et effectivement, c'est peut-être ce que va nous expliquer Diane tout à l'heure. Oui, merci Michel, parce que justement, tu parles de coworking, de corpo-working. Diane, un petit mot rapide pour savoir de quoi on parle entre tous ces tiers-lieux, coworking, corpo-working. Oui, c'est important parce que en fait, on parle de coworking sur beaucoup de choses. Donc en fait, je vais commencer par peut-être le plus simple. Le coworking, c'est de base travailler ensemble. Donc c'est un espace qui est en général opéré par un opérateur, qu'il soit privé ou public, et on va y travailler ensemble. C'est ça l'usage principal. Alors on y travaille seul, avec plusieurs, en réunion, mais voilà. Le deuxième usage, c'est le corpo-working, c'est un mix entre corporate et coworking. Donc, c'est un espace de coworking, mais qui est à l'intérieur des locaux d'une entreprise, qui peut être soit ouverte uniquement aux collaborateurs de l'entreprise, soit parfois, mais c'est beaucoup moins, soit des collaborateurs du groupe. Donc, c'est plus élargi. Et puis le tiers-lieu, on n'est pas simplement dans le « je travaille ensemble », mais on est dans le « fait ensemble ». Donc ça englobe à la fois le coworking, le corpo-working, tous ces éléments-là. Ce sont des lieux qui ne sont pas simplement de la sociabilisation. On n'est pas « je ne vais pas aller voir mon ami, mon pote », mais on est dans un faire ensemble, dans un partage ensemble. Donc, ce sera important parce qu'effectivement, demain, le travail à distance, où est-ce qu'on va travailler, ça peut être dans un lieu ou un autre, mais le modèle économique derrière n'est pas le même. Alors, quelles sont les questions qui se posent autour de ce nouveau mix immobilier ? En fait, déjà, il faut peut-être d'un point de vue historique. Alors, c'est une vision purement caricaturale et très simpliste, mais en fait, on est dans un retour dans une évolution. Historiquement, on avait un éclatement de l'immobilier en plusieurs lieux, de manière générale. Voilà, j'avais mon entreprise et puis j'ai acheté le bâtiment d'à côté, et puis hop, on faisait comme ça entre deux rues l'ensemble de mes bâtiments. On s'est aperçu qu'en fait, c'était économiquement pas valable parce que sur les parties communes notamment, on perdait beaucoup d'argent. Donc, la stratégie était de se dire, OK, tous sur un même site, avec une recherche d'optimisation, la centralisation sur une tour, sur en tout cas un seul lieu unique où on pouvait vraiment optimiser. Et puis, voilà, ça c'était de manière un peu caricaturale dans pas mal de secteurs. Et puis aujourd'hui, ce qui s'ouvre à nous, c'est un nouveau mix entre se dire, voilà, j'ai effectivement mon site siège, mais je vais peut-être réduire sa dimension drastiquement parce que j'ai beaucoup de mes collaborateurs qui sont en télétravail et qui aspirent à travailler ailleurs, que ce soit dans un site de coworking, près de chez eux ou peut-être à un autre endroit. Dans un site de corpo-working, peut-être que je mettrai à leur disposition, voire chez eux. Et donc, in fine, la question qui se pose, c'est où est-ce que je passe mon curseur dans tous ces mix, dans tous ces lieux. Et la question, elle se pose en termes à la fois économiques, en termes de coût, où est-ce que je le place, en termes de surface, du coup, c'est quoi la surface edge ou ce que je prends ailleurs, mais aussi fondamentalement sur les modes de fonctionnement et la culture, parce que concrètement, la vision, elle n'est pas que financière, il faut aussi tenir compte de ce que les collaborateurs souhaitent, pouvoir vraiment bien ajuster, voire tenir compte, voire même influencer leur mode de fonctionnement pour optimiser ce mix. Okay. Et donc, la question qui se pose, c'est flexibilité, bien-être, optimisation. Je recherche quoi, in fine? Oui, on voit ici Michel est déjà parti. J'ai même pas eu le temps de le saluer, mais c'est aussi un peu ce qui est présenté ici avec le Hub and Club. Ah bah du coup j'ai et Michel et Camille qui apparaissent. C'est plus du tout ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave. Ce concept du Hub and Club, c'est un petit peu ça aussi. Hein, c'est exactement ce que vient de présenter Diane. Et où est-ce qu'on met le curseur entre tous ces éléments?
effectivement, aujourd'hui, la solution peut-être, parce qu'on est, le débat qu'on a, c'est comment réduire l'empreinte immobilière, notamment des sièges. On a beaucoup de chiffres qui tournent en disant demain, les sièges sociaux, ils vont se réduire entre 25 et 30 %. C'est à peu près ce que les entreprises se disent sur les optimisations, mais avec le contexte actuel et les attentes futures, on se dit peut-être que la solution, c'est vraiment de créer des hubs, ce qu'on appelle chez nous aussi les clubs, donc à proximité, pour à la fois réduire les temps de transport, bien sûr, des collaborateurs, mais également se repositionner par rapport à ses clients. Souvent, on oublie effectivement le service aux clients et de se dire quelle solution, mais en tout cas, ces clubs hubs ne pourront pas ressembler à ce que l'on peut retrouver dans des sièges. Ce sera une autre fonctionnalité, une autre approche, et c'est peut-être une des solutions justement pour reconfigurer un petit peu l'empreinte immobilière et l'environnement de travail dans les entreprises. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Alors, vous êtes nombreux hein, déjà connectés. N'hésitez pas à réagir hein, sur le chat. Vous pouvez poser vos questions aux intervenants, à nos invités. Vous pouvez vous-même partager vos propres expériences et bien sûr réagir à tout ce qui est présenté et à tout ce qui est dit. Julien, un petit mot quand même sur ce sujet du mix immobilier, parce que tu y tenais à ce sujet du mix immobilier. Hein. Quand on a préparé, tu disais, moi, c'est vraiment un sujet que j'aimerais aborder. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il est d'actualité. D'une part, par l'étude qui a été très complète et qui est présentée, et ensuite, en effet, on doit faire le lien des hommes, maintenir la culture d'entreprise, tout en tenant compte des besoins du métier, être nomade, être sédentaire, et en même temps, comme vous le signaliez, le souhait du collaborateur, les besoins économiques et toute cette approche business. Et donc, moi, je partage tout à fait cette vision, et je rajouterais même qu'on s'aperçoit avec l'expérience que parfois, c'est pas seulement un métier qui est dédié. Moi, au début, je pensais que les commerciaux seraient de tel endroit, les chefs de projet, leur équipe projet dans tel autre type de solutions immobilières. Et en fait, non, on peut évoluer et c'est ça l'intérêt. C'est comme tu disais, bouger les curseurs et pouvoir vraiment intervenir au mieux des intérêts soit du collaborateur, soit de l'entreprise. Ok. Donc c'est pour moi vraiment. Ouais, merci à vous trois déjà pour cette intro. Michel, du coup, je vais cette fois-ci, je vous salue tous. Voilà, on te salue. Merci beaucoup. Tu laisses la place à Camille qui va bientôt nous rejoindre. Salut Michel. Voilà, donc on va accueillir nos trois invités et je vais demander à ce qu'ils nous rejoignent pour maintenant entrer dans le vif du sujet. François Berthier, Bruno Devers et Camille Rinieri. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Camille. Déjà Camille Rinieri, consultante donc recherche et bureau de demain, hein, notamment chez JLL. Michel nous en a parlé tout à l'heure. Bruno Devers, tu es directeur immobilier environnement de travail de CGG. Voilà, merci beaucoup. Et François Berthier, bonsoir. François, voilà, célébrissime directeur immobilier. Alors, Monde, tu as un nouveau périmètre chez Technip FMC. On dit toujours Technip FMC, c'est toujours Technip FMC. Ouais, le spin-off s'est arrêté au mois de mars en raison de la crise, mais bon, oui. Normalement, ça devrait reprendre incessamment sous peu. Ok. Et donc, ton périmètre, toi, il est sur l'IMEA, c'est ça? Ouais, Europe, Middle East, India et Africa, ouais. D'accord. Merci. Et oui, François est barbu, réagit Patrice. Mais voilà, ça permet aussi de voir les effets du confinement à travers ces webinars. Merci en tout cas à vous quatre d'être présents. Diane, tu peux revenir, hein, tu peux tout à fait continuer à être présente avec nous si tu le souhaites. Voilà. Camille, je vais te passer la parole maintenant pour que tu nous présentes des résultats d'une enquête ou même de plusieurs enquêtes que vous avez menées en interne sur ce sujet du développement du télétravail et de comment ça peut modifier ce fameux mix immobilier des directions immobilières, des directions environnement de travail.
Oui, tout à fait. Merci Lionel. En fait, c'est ce que commençait à ébaucher Michel tout à l'heure. On a mené beaucoup d'études depuis le début du confinement. Hein. La crise était vraiment propice à de nouvelles réflexions. Et récemment, on a interrogé 2000 salariés à travers le monde, dont 200 Français. On est aussi allé sonder 88 entreprises, donc des CEO, des décideurs immobiliers, mais aussi des DRH, pour savoir comment la crise allait impacter tout ça, enfin faire un bilan en fait 9 mois après le début de la crise. Donc c'est ces résultats que je vais vous présenter maintenant. Évidemment, on a commencé à parler du télétravail et où est-ce qu'on place notre curseur. Donc, nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, en fait. C'est que on peut télétravailler entre 1 et 5 jours, mais tout dépend aussi des aspirations des salariés, évidemment. On voit que le full télétravail, le full remote, est finalement très, très peu envisagé. Hein, que 6% des salariés l'envisagent. Côté entreprise, c'est la même chose. Les entreprises nous disent on pourrait l'envisager, mais que pour certains de nos salariés, ça pourrait être un peu un cadeau exceptionnel qu'on leur offre. Pourquoi pas pour aller recruter des talents partout à travers le monde qu'on n'arriverait pas à capter sinon. Ça, ce sont des chiffres, Camille, qui datent de quand? C'est fin octobre, début novembre. Oui, donc c'est tout récent. Hein. Exactement. Récent. Donc on voit effectivement que 6% qui envisagent d'être des super téléworkers, vous les avez appelés comme ça, 5 jours sur 5. C'est ça. Voilà, mais c'est vrai que l'immense majorité, comme vous voyez, se place plutôt dans un schéma intermédiaire. Donc, on a une partie qui, elle, ne veut pas du tout faire du télétravail, veut revenir au bureau à 100%. C'est 32% des salariés en France, ce qui est énorme, beaucoup plus que dans le monde. Hein. Dans le monde, on était autour de 24%. Donc, c'est vraiment une spécificité France, cette envie de retourner au bureau, surtout sur l'aspect social. On sait que c'est vraiment culturel pour nous. Et finalement, la grande majorité est finalement dans cet entre-deux, 62%, qui voudraient mixer entre bureau et coworking ou home office. C'est ce qu'on a appelé le travail hybride. Et on voit qu'il reste encore une forte partie, un peu plus de 3 salariés sur 10 qui souhaitent continuer à travailler exclusivement au bureau après la crise. Bruno, François, Julien, votre réaction? Non, juste une question à Camille. Est-ce que sur la population étudiée, ce sont que des personnes qui peuvent travailler à la maison ou parmi cette population, il y a des gens qui, de facto, par la nature de leur travail, sont obligés d'être présents au bureau? Oui, très bonne question. Nous, on a interrogé que des personnes qui avaient la possibilité de faire du télétravail. Quasiment toutes en ont fait pendant le confinement d'ailleurs. Oui. Une question sur est-ce que les chiffres présentés concernent la France uniquement? Oui, exactement. Là, je commande des chiffres France. Comme je le disais, les chiffres diffèrent quand même dans le monde. Dans le monde, il y a moins de personnes qui veulent retourner exclusivement au bureau. Hein. C'est que 24%, comme je le disais. Le full remote est aussi beaucoup plus envisagé dans le monde et le travail hybride également. Est-ce que vous considérez qu'un peu plus de 200 salariés, c'est un échantillon suffisant? Caroline faisait cette remarque. Oui, complètement. C'est vrai qu'on peut on voit que les tendances sont vraiment similaires au reste du monde, donc je peux dire que c'est comparable. Oui. Et on est sur la région parisienne ou uniquement, ou c'est bien équilibré avec le reste du territoire? Encore une bonne question. Non, c'est vraiment l'ensemble du territoire. Après, on a fait forcément un petit focus parisien. Si vous voulez savoir, c'est vrai que les Parisiens sont encore plus intéressés que le reste de la moyenne France sur ces sujets. Télétravail, évidemment, dû aux heures de transport. Bruno, Julien, est-ce que ces chiffres vous surprennent? Alors, ces chiffres, non, ne surprennent pas. Alors, effectivement, comme on le disait, le télétravail effectivement ne concerne pas certaines fonctions, en particulier des fonctions de production dans des usines. Donc, on parle bien là sur des personnes en tertiaire. On a vu effectivement que le premier confinement, une capacité à tous, pratiquement tous, à travailler en télétravail qui était même assez impressionnante. Je pense aussi que les entreprises qui avaient déjà des habitués à travailler en visio sur du multi-site, voire du multi-international, enfin sur l'international, étaient un peu rodées à cet exercice. Et donc, effectivement, ça s'est plutôt très bien passé. En revanche, en mois de mai, après le déconfinement, on a bien vu aussi que beaucoup de personnes cherchaient, on va dire, un peu tous les prétextes
pour revenir au bureau pour un besoin de lien social, pour un besoin de communication, pour beaucoup de besoins. Et effectivement, on sent bien évidemment que le télétravail va prendre une place beaucoup plus importante qu'elle ne prenait jusque-là, mais ça va être un juste milieu. Et donc les chiffres, pour moi, ça paraissent assez cohérents avec ce qu'on entend. Camille, avant Julien, juste une question. Est-ce que vous avez fait des croisements par âge? Est-ce qu'il y a des différences selon les catégories d'âge dans ces résultats? Est-ce que les plus jeunes aimeraient beaucoup plus être en full remote ou en travail, en télétravail plusieurs jours ou plus de jours que finalement d'autres catégories d'âge? Oui, encore une bonne question. On a effectivement regardé ça, mais du coup à l'échelle mondiale, parce que notre échantillon en France, comme vous l'avez vu, est assez restreint, donc on ne pouvait pas se permettre de faire des croisements par âge, on aurait eu des trop petits échantillons. Mais effectivement, on se rend compte que les jeunes télétravaillaient plus quand je dis jeunes, je dis moins de 35 ans, télétravaillaient plus que les autres avant la crise, et c'est eux qui drive aussi le télétravail post-crise, c'est eux les plus moteurs. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que post-crise, on arrive aussi à rallier la tranche 35-49 ans qui n'était pas au début pro-télétravail. Julien, tu voulais réagir? Oui, nous on a lancé la démarche de mix immobilier depuis 2 ans au sein de l'entreprise. Et les chiffres correspondent à ce que je vois, moi, sur le terrain en zone France et en province. On a un tiers des effectifs qui sont en province et on voit bien que quand on dit 60% veulent un peu des deux, ça correspond exactement à ça, avec des extrêmes qui sont liés plutôt au lien social local. J'ai un site qui veut absolument avoir, un endroit en France qui veut absolument un site pour se réunir, et le même métier, dans le sud de la France, me dit c'est pas la peine, moi c'est 100% télétravail. Donc c'est représentatif pour moi. Ouais. Alors, je vois bien vos questions sur type d'entreprise, par taille, par CSP. Camille, ce sera bien de publier ces résultats. J'imagine plus au niveau monde, vous devez les avoir, parce que du coup, vous devez avoir des tailles d'échantillons plus importantes. C'est ce que tu nous expliquais. Mais comme je vois que le temps avance, j'aimerais qu'on avance aussi sur les conséquences du coup du développement de ce télétravail pour les mètres carrés, pour nos mètres carrés. Oui, le télétravail, il y en a qui commencent à dire est-ce que les bureaux vont être désertés? C'était déjà un casse-tête avant crise de gérer notre occupation. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Comme on peut le voir, je vous ai mis des petites données avant crise. Les pics d'occupation étaient autour de 79%. Et quand on s'intéresse à l'occupation réelle, l'occupation active est plutôt autour de 41%. On appelle l'occupation active, c'est quand il y a une personne au bureau, puisque dans les 62% que je vous ai mis à côté, c'est l'occupation peut être passive, tout simplement quelqu'un qui a laissé ses affaires et le poste est compté comme occupé, mais réellement il n'y a personne. Donc on voit que les chiffres étaient déjà assez bas avant crise. On peut se demander qu'est-ce qui va devenir post-crise. Donc en fait, monitorer la présence au travail va devenir essentiel et les outils technologiques vont permettre cela. D'autant plus que, en fait, on a demandé aux entreprises comment vous comptez gérer le télétravail. Est-ce que ça va être des jours imposés ou au contraire laissés à la main des collaborateurs? Et l'immense majorité, 83%, nous disent non, ça va être à la main des collaborateurs. En fait, la moitié sur ces 83% nous disent totalement à la carte et l'autre moitié nous disent on va faire un petit mélange, certains jours imposés, certains jours à la carte. Donc, ça va devenir d'autant plus compliqué à gérer. Alors là, François, Julien, Bruno, François, il va falloir gérer ça, il va falloir savoir mesurer et aussi anticiper l'occupation. Je suis un peu surpris. Pardon, vas-y, Julien. François, et après Julien. Non, je suis un peu surpris le fait de à la carte, parce que la finalité du travail, c'est quand même bien l'entreprise et c'est l'organisation de l'entreprise qui va conditionner ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et je vais parler pour ma paroisse, il y a une réelle réflexion sur comment on va s'organiser par rapport à ça. Et c'est très complexe à définir. C'est un équilibre à trouver entre les intérêts. Et on parle pas d'entreprise. Enfin, pour moi, on parle plutôt à la notion de département, d'équipe, de projet. C'est la grande incantation. L'entreprise décide. Je suis toujours un peu réticent
Oui. Caroline nous dit probablement à la carte des managers, mais oui, ça va se décider à ce niveau-là, hein, Julien. Moi, je partage en fait le vrai risque que je vois moi dans le mix là-dessus, c'est que tout le monde prend sa journée à l'identique, en télétravail ou sur site. Donc, en termes de gestion du flex ou d'aménagement, c'est compliqué. Voilà, parce que des bureaux vides, puis d'un coup, ils se remplissent à 100%. Donc, on a un taux d'occupation là à gérer pendant le court terme, et ça donne une opportunité aux managers de reprendre la main sur l'organisation justement. Donc, ça participe aussi, l'immobilier participe à ça. Après, la solution, je partage l'avis de François, mais j'ai envie de dire, ça permet aussi à l'entreprise de mettre en avant qu'on donne un vrai choix aux salariés. Et parfois, ça peut être intéressant pour conserver certains potentiels ou certains métiers qui sont recherchés. Alors, pour continuer, oui, François? Non, je rajouterais juste, OK, on parle beaucoup de télétravail, mais le deuxième volet de l'impact sur l'immobilier, c'est aussi ce qui va se passer en termes de ce qu'on appelle le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire, on va tous avoir des réductions assez fortes d'effectifs et à des échanges plus ou moins longues, mais on voit déjà qu'il y a des annonces qui sont faites et c'est un deuxième facteur qui va intervenir pour tailler définir la juste surface qui sera nécessaire dans le futur. Hein. Et après, aussi anticiper s'il y a un redémarrage, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur des cycles, ok, il y a le télétravail, mais il y a aussi ces cycles de crise où on réduit, on réaugmente, on réduit, on réaugmente, et avec des cycles de plus en plus courts. Mais ça va être effectivement, moi je rebondis sur ce point-là qui est tout à fait, je pense que beaucoup de groupes sont touchés par ces réductions d'effectifs qui, d'un point de vue social, est forcément compliqué. Et donc on va se retrouver à un moment où déjà on est un peu en situation délicate à essayer de changer l'organisation du travail qui peut bousculer certaines façons de faire et pour les plus réticents au changement poser un problème. Et donc là, ce qui est un point aussi qui a été abordé, c'est le bureau d'après devrait être encore plus attractif. On devra effectivement faire comprendre, ok, peut-être si on réduit des surfaces, il y a effectivement une raison qui est rationnelle derrière, mais il faudra effectivement bien travailler l'apport en matière de services, en matière de tous les tiers lieux et autres. On a pu évoquer en fait pour faciliter la vie de certains, qui sera un peu une compensation. Pour avancer un petit peu, Camille, alors je vois juste Pascal qui dit a-t-on le droit d'imposer des jours de télétravail aux salariés? Alors ça, il faudra bien vérifier, mais non à ma connaissance. Hier, on avait une avocate spécialisée en droit social dans notre webinaire Le Mag, et elle insistait beaucoup sur le fait que ça doit être pas paritaire, un accord entre évidemment le salarié et l'entreprise. Les deux doivent être d'accord. Voilà. Après, c'est à l'intérieur des équipes que tout ça va être décidé effectivement dans la négociation avec les managers. Alors l'empreinte raisonnée, l'objectif pour demain, Camille, évidemment, il y a une rationalisation des mètres carrés à l'étude derrière. Oui, bien sûr. Comme on l'a dit, il y aura forcément moins de personnes au bureau. Donc, effectivement, les entreprises étudient une réduction des mètres carrés. C'est quasiment une entreprise sur deux qui envisage de réduire ses mètres carrés à hauteur de 28%. Donc, ça peut paraître assez énorme vu comme ça. En fait, quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte que le climat est évidemment incertain, que les entreprises avancent avec prudence. Aujourd'hui, on est plutôt dans une période d'attentisme que d'action. Et en fait, si on regarde le graphe que j'ai mis à droite, c'est vrai que la rationalisation de l'empreinte, elle va passer avant tout par la recherche de flexibilité. Effectivement, on a une entreprise sur 4 qui réfléchit à libérer des sites dont les baux arrivent à échéance. Pour les autres, c'est avant tout la recherche de souplesse. C'est par exemple la sous-location qui est aujourd'hui l'option la plus envisagée pour conserver des sites en minimisant des coûts. Et il y a évidemment des renégociations de baux, des recours à des coworking qui sont aussi étudiés sérieusement. Et on voit que près d'une entreprise sur deux souhaite rationaliser les mètres carrés. C'est évidemment, j'imagine, que ça trotte dans la tête de tous les dirigeants d'entreprise, Julien. Oui, tout à fait. En fait, ça, une fois moi, pour ma partie, quand j'ai rationalisé le parc avec cette solution mixte, il y a eu des mètres carrés qui étaient disponibles et en effet, il a fallu chercher des sous-locataires. Et une des questions qui se pose également, c'est pourquoi pas chercher nous des sous-locations parmi nos partenaires locaux.
pour justement permettre des espaces dédiés ou autres, et répondre ainsi à la problématique de François en faisant des baux précaires, et ça pourrait être une solution. Il faut un minimum de visibilité, je dis pas le contraire, mais ça permet une sorte d'économie circulaire, on va dire, de l'immobilier, d'économie locale. J'entends beaucoup, oui, Bruno, j'entends beaucoup de chiffres qui circulent sur des entreprises qui annoncent des réductions de surface. Alors j'entends des moins 25, moins 30, moins 40% d'empreintes immobilières. Bruno, ce sont des réflexions naturelles d'après. Oui, effectivement, beaucoup se posent ces questions, mais comme effectivement, c'est un peu le paradoxe, c'est comme beaucoup vont vouloir réduire leur surface. On va se retrouver avec beaucoup de surfaces vides, vacantes sur le marché, ce qui va être de plus en plus compliqué pour trouver justement des sous-locataires. Et en tout cas, ce que je pense, c'est que comme en parallèle, et ce que je disais d'ailleurs juste avant, on va rechercher plus de services, on va rechercher, pour être attractif dans nos bureaux, d'avoir en fait réaménager les bureaux pour avoir plus d'espace collaboratif, d'espace de créativité, ou quels que soient les noms. Donc, je pense que mon sentiment, c'est que les bâtiments qui sont, on va dire, modernes, sur une conception modulaire, modulable, qui pourront se réaménager facilement, vont clairement remonter en cote. Et en revanche, les bâtiments plus vétustes ou difficilement réaménageables ont un vrai problème pour les remplir. Oui, François. Oui, je suis très d'accord avec les chiffres. Alors là, je parlais plutôt mon périmètre international, mais c'est vrai je suis arrivé à 25% globalement de réduction des coûts. Et c'est là où on voit vraiment la différence entre la France et les autres pays. Les autres pays, il y a vraiment des deals qui se font avec les bailleurs qui sont prêts à faire des efforts, alors que la France, on reste vraiment avec j'allais dire un mot grossier, mais ce 369 qui est extrêmement contraignant et qu'il faut vraiment arriver à faire bouger les lignes là-dessus. Et j'espère que ces solutions de coworking vont faire bouger les lignes chez les bailleurs traditionnels, parce que on peut plus vivre avec cette contrainte de je prends un bail, comme tu disais Bruno, la sous-location. On est obligé de toute façon faire des sacrifices sur le loyer pour être attractif, donc c'est pas des solutions gagnantes. Il y a réellement un nouveau modèle alors je sais pas lequel il sera, mais partageons les risques entre des bailleurs et des locataires. C'est pas acceptable que le risque soit supporté uniquement par le locataire. C'est sujet récurrent, ça fait une dizaine d'années qu'on aborde ce sujet de la réforme du bail et du 369. Il va falloir qu'on y arrive. Mais je sais qu'il y a des réflexions chez tous les grandes foncières ou les gestionnaires de biens sur ce sujet, mais on a du mal à avancer. La législation en France est très particulière à ce niveau-là. Bon, quoi qu'il en soit, c'est que vous avez tous parlé de ces surfaces qui se libèrent, Camille. Elle se libère d'autant plus que face à ce développement du télétravail, on sent qu'il y a un mouvement vers le flex-office. C'est un petit peu les vases communicants presque. Bien sûr. Généralement, déjà, le télétravail était toujours le pendant du flex-office, mais alors là, la relation devient encore plus évidente. C'est tentant. Il y a moins de monde au bureau, donc... Nous, dans l'étude qu'on a menée, on avait 59% des entreprises qui nous disaient qu'elles envisageaient de passer en flex, ou alors, si elles y étaient déjà, d'intensifier leur taux de mutualisation. Donc, c'est le taux de mutualisation, c'est le nombre de postes de travail par personne. Avant crise, on était dans notre étude, il nous disait autour de 1,1 postes de travail par personne. Post-crise, c'est une réduction autour de 0,8 postes de travail par personne. C'est assez timide, je dirais, pour le moment. Je pense qu'on pourrait aller encore pousser le curseur encore plus loin et aller autour de 0,6 postes de travail par personne. Donc ça, évidemment, côté entreprise, ça se démocratise. Et également, côté salarié, énorme surprise, parce que, évidemment, c'est les premiers à lever des cas de fer dès qu'on aborde le sujet du flex-office. Mais c'est vrai que comme les entreprises commencent à leur offrir plus de flexibilité, notamment avec le télétravail, ils se disent, si j'ai une contrepartie, j'envisage de céder mon poste de travail attitré. Et c'est vrai que le télétravail souvent est vu comme un avantage par pas mal. Est-ce que ce deal est en réflexion chez vous, Bruno, François, Julien? Qui veut démarrer? Ils ne veulent pas me le dire. Non, oui. C'est un
peu compliqué, oui, on va y aller. On va y aller. Après, comme tu disais, Bruno, il y a un contexte qui est extrêmement déstabilisant pour l'ensemble des salariés. Il y a des mots qui sont, nous, on ne prononce pas. On le fait en Espagne, mais on préfère d'abord réfléchir quels sont les impacts, comment. Enfin, c'est un chamboulement. Enfin, et on peut pas agiter des chiffres rouges absolument partout parce que déjà, enfin, on a quand même un certain nombre de salariés qui sont en difficulté. Et je pense que c'est le vrai dans toutes les entreprises. Soyons prudents et on veut y aller. Ça se fera naturellement. Ça se fera naturellement. Et je reviens quand même à un point que Camille, dans ton slide précédent, on n'a pas beaucoup rebondi, mais c'est la mesure qui est tout à fait essentielle. Oui. Les entreprises vont se doter d'outils et c'est vraiment un point crucial parce que on va déjà que c'était compliqué de mesurer qu'il y avait dans nos immeubles, mais là on arrive à un truc complètement ça bouge dans tous les sens et là on va vraiment avoir besoin d'aide, de solutions simples à mettre en œuvre pour arriver à piloter tout ça. Sinon, si on laisse libre cours aux gens de venir quand ils veulent, ça va être un échec. Ça va être un échec. Hein. Il y a une question de Barbara qui nous dit, pour arriver à un ratio de taux de foisonnement de 0,6, il faut combien de jours de télétravail? Est-ce qu'on a une idée du volume de télétravail qu'il faut pour abaisser comme ça le taux de foisonnement? C'est mécanique? Comment vous calculez ça, Camille? Oui, nos équipes business ont des outils où elles sont capables de calculer la bascule à faire sur combien on veut réduire, à quel point il faut pousser le curseur télétravail ou le curseur flex office. Je dirais que c'est entre 2 et 3 jours de télétravail pour être autour de 0,6. Allez, oui, Bruno. Juste ce que je rajoute, il faut faire quand même attention quand on voit ces chiffres, c'est qu'effectivement même au sein même d'une entreprise, on peut avoir des départements très sédentaires. Enfin, je prends des départements de finance, en comptable, versus des départements de fonctions commerciales où les gens sont en déplacement quasiment tout le temps. Donc, attention aussi, ça, et après aussi d'une entreprise à l'autre, il y a certaines entreprises qui sont beaucoup plus sédentaires, et donc le taux de présence sera supérieur et ne sera diminué que par les jours de télétravail, qui après, comme on dit, il faut organiser. Nous, c'est ce qu'on a eu un peu le casse-tête qu'on a eu entre mai et fin octobre avant le nouveau confinement. On voulait ne pas dépasser 30-40% du personnel sur site pour respecter, en plus de toutes les mesures qu'on avait mises en place liées à la crise sanitaire. Et en fait, on a commencé à rentrer dans des plannings par département pour essayer de chiffrer jour par jour, mais c'est un casse-tête. Alors effectivement, comme disait, je crois que c'était François ou Julien, on responsabilise les managers à organiser ces équipes, mais c'est pas évident non plus, parce que certains nous disaient, mais voilà, j'ai besoin d'avoir toute mon équipe, donc est-ce que je peux prendre un peu de ratio d'un autre département pour un jour par semaine, ou je sais pas quoi, avoir mon équipe en entier. Et donc, c'est la prédiction des jours sur site est très, très compliquée. Oui. On termine, Camille, parce que avec Diane, on a aussi des éléments très intéressants à découvrir juste derrière. On voit ici la manière dont les employeurs et les salariés, enfin ce que les employeurs, les entreprises envisagent de fournir aux télétravailleurs et ce qu'attendent les télétravailleurs, les salariés, de leur employeur. Oui, c'est un peu ce que je disais au début. Les salariés vont accepter le flex office, une réduction des mètres carrés, perdre leur poste de travail, à condition donc notamment que les employeurs investissent sur d'autres choses et notamment le confort de travail à la maison. Donc aujourd'hui, on voit que les entreprises se focusent principalement sur l'équipement technologique. Évidemment, ça fait partie du package et c'est important pour les salariés. Par équipement technologique, j'entends évidemment l'ordinateur, mais tous les outils de collaboration virtuelle, un casque pour la visio, ce genre de choses. Mais les salariés demandent quand même plus que ça. On voit qu'il y en a 1 sur 3 qui s'intéresse à ce que son entreprise prenne en charge ses factures d'Internet et d'électricité, que l'entreprise investisse dans le confort ergonomique de leur poste de travail à la maison. Donc, ça va beaucoup plus loin que le simple équipement technologique. Vous attendez à ça, Julien ? Alors non, pour les chiffres, je suis un peu surpris et quand je vois ces chiffres-là, je me pose la question de l'évolution du métier.
en termes de sécurité notamment, et de jusqu'où on va dans les contrôles réglementaires. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Par contre, faudrait peaufiner sur le comparatif coût immobilier, mètre carré, usage et les coûts qui sont là. Mais je m'y attendais pas, mais pas surprenant quelque part. Après, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, l'équipement technologique, c'est un peu la base. Sans équipement, on travaille pas. Donc voilà. Le reste, ça peut être considéré comme du confort du luxe, ou en tout cas, ce qui peut conserver les personnes. Et ça, non, mais il y a un souci. Excuse-moi, c'est intéressant aussi pour le dialogue social, pour rebondir sur ce qu'on disait juste avant, vis-à-vis des partenaires sociaux. Et ça permet aussi de cibler un petit peu l'approche qu'on peut avoir avec eux. Donc, Donc, on voit bien que le domicile du collaborateur va devenir une des variables, en tout cas dans les budgets, à un moment. Et on va devoir tenir compte de ces équipements et qui seront chez le collaborateur, de ces postes de travail, de peut-être cette enveloppe financière, de ces factures qu'il va falloir prendre en charge, peut-être plus qu'avant. C'est étonnant parce que c'est quand même pas nouveau le télétravail, ça existait déjà. Oui, mais alors si je puis t'interrompre, Lionel, ce que je pense, c'est que jusque-là, le télétravail était considéré comme un avantage qu'on donnait aux salariés en disant voilà, on vous laisse faire du télétravail parce qu'apparemment ça vous arrange, vous avez peut-être moins de transport, il y a des raisons personnelles. Donc c'est un avantage. Donc l'entreprise, entre guillemets, a considéré qu'il n'y avait pas besoin, en plus d'équiper la personne, au-delà de ce qu'on vient de dire, effectivement, d'un ordinateur, parce que là, il y a la sécurité informatique derrière et ce genre de permettre à la personne de se connecter, mais le reste est un avantage. Là, dans la mesure où on va plus loin et où en plus ça peut avoir un intérêt justement en réduction des surfaces ou autre chose, on peut rentrer dans ce débat de se dire bah oui, pourquoi pas aider le salarié, contribuer à son bien-être quand il travaille de chez lui. Allez, on termine, Camille, parce que là, il faut vraiment que je donne la parole à Diane. Donc, je commente. Vous voyez que la demande de flexibilité au-delà du télétravail, on a 7 salariés sur 10 qui souhaitent passer à la semaine de 4 jours ou qui réclament des horaires flexibles. C'était déjà une tendance, honnêtement, c'était déjà quelque chose qu'on avait constaté. Un peu de même que ces attentes sur les services de bien-être, des bureaux connectés à la nature, ou cette recherche de mode de vie sain, c'était déjà des tendances qui étaient à l'œuvre. Ce qui est intéressant à gauche, c'est vous voyez 73% des entreprises qui envisagent de faire monter en gamme leurs espaces. Bruno, François, Julien, c'était aussi une interrogation, c'est de se dire, mais il faut s'interroger sur ce que vont devenir, à quoi vont servir les sites que vous allez conserver, les sites qui vont rester ouverts, etc. Est-ce qu'ils vont évoluer, changer de nature, J'entends beaucoup dire ils vont être beaucoup plus tournés vers le collaboratif. Est-ce que vous vous posez ces questions d'évolution des sites que vous allez conserver, Julien? Alors, pour ma part, oui. Au niveau régional, nous, on a essayé d'avoir un point d'ancrage. C'est-à-dire qu'on peut avoir une région ou une zone territoriale avec du coworking, des solutions hybrides, télétravail, coworking, mais toujours un point d'ancrage qui permet, vu la population qui est présente, de se réunir une fois par mois pour des grandes réunions, pour travailler spécifiquement sur un sujet. Mais tout à fait, oui. Monter en gamme, François, Bruno Ça accompagne. Alors, la montée en gamme, pour moi, on n'a pas attendu de cette année pour que ça se fasse, ou petit à petit, on a fait évoluer le bâtiment, on est entré sur des salles qui sont plus collaboratives, avec certains services dans le bâtiment, et ça monte tout doucement. Après, j'ai tendance à dire actuellement, avec le contexte économique, parce que derrière, il y a quand même aussi une grosse réalité économique, et faire évoluer encore plus un bâtiment, ça veut dire des coûts de réaménagement, ça veut dire du mobilier, ça veut dire des choses comme ça qui ne sont pas forcément faciles à avoir le cash ou autre pour faire ces investissements à un moment où il faudrait. Et oui. Oui. François? Ouais, je suis assez d'accord, qu'on a engagé bien avant. C'est un accélérateur quand même, et il y a ce que proposent les coworkers qui quand même nous ont donné beaucoup d'idées. On a utilisé, et il y a une grosse adhésion de la part de nos collaborateurs sur les aménagements qui sont proposés, donc c'était déjà un accélérateur. Mais je pense qu'on ne sait pas de
enfin, il y a un concept, un modèle qui est déployé, mais je pense qu'il va encore être bousculé. Comme tu le dis, Lionel, on va avoir d'autres besoins, créer plus d'espaces de rencontres, parce que finalement, si on développe le télétravail, on va rechercher plus de liens sociaux, quoi. On va pas rechercher, c'est ce qu'on parle là, ces quartiers qui sont développés, où on reste finalement au sein d'une organisation, alors que finalement, quand on va aller dans l'entreprise, c'est de favoriser l'échange entre les différents départements, accélérer ce processus qui n'existe plus quand on est en Teams. Enfin, quand on est sur notre ordinateur, on ne voit que son équipe. Eh oui. Donc, mais quoi demain sera fait, hein, honnêtement, on va refaire du brainstorming sur designer, et je suis d'accord avec toi, Bruno, c'est pas in situ qu'on y arrive, c'est à l'occasion d'un déménagement. C'est très compliqué de rebeloter un aménagement avec les collaborateurs. Vous voyez ici, en conclusion, sur votre étude, Camille, vous attendez à une moyenne autour de 2 jours de télétravail, ça se positionnera à peu près là, un peu plus de 25%, entre 25 et 30% de réduction de mètres carrés, quand même, ça va quand même bien bousculer le marché, et puis un taux de foisonnement qui va se stabiliser autour de 0,8 postes par collaborateur. Merci beaucoup Camille. Diane, avec toi, on va passer aux environnements de travail de demain, et parce que vous avez réalisé une étude, déjà le titre, je l'adore, 2030, l'Odyssée de l'espace de travail. Vous avez réalisé une étude avec différents scénarios, comme ça, scénarii, et j'aimerais que tu nous en présentes 3. Le premier, on va l'écarter, c'est le statu quo. Le dernier, il est très axé dépendance technologique et indépendance professionnelle, donc il est vraiment futuriste. Alors que les 3 scénarios du milieu, vous les avez poussés un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous les présenter? On démarre avec le scénario 2, les vertus de la transition énergétique. Oui, en fait, on a élaboré ces scénarios. Donc, c'est des scénarios prospectifs qu'on aurait pu en faire 10 milliards. Nous, on a axé sur 5 pour vraiment miser sur des tendances majeures. Alors, et le point de départ de tout, c'est qu'en fait, on est parti de 17 variables qu'on a étudiées, et la plupart de ces variables n'étaient pas des variables immobilières. Et c'est un peu qu'on est en train de se dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'in fine, le mix, ce ne sera pas une réponse immobilière, ce sera avant tout s'interroger sur les usages, sur les modes de fonctionnement, sur l'organisation, sur la valeur travail, sur qu'est-ce que j'ai envie d'y faire dans ces bureaux. Donc, le scénario numéro 2, c'est en fait le point de départ, c'est la transition énergétique, c'est une urgence climatique qui fait que tous les acteurs se liguent. Donc, ça a des impacts sur les surfaces qui se réduisent, ça a des impacts sur les localisations. On va se localiser dans des endroits où les transports il y a moins de transports, où ça va être surtout le périurbain, par exemple, le Grand Paris. Mais aussi, si on met le climat en avant, c'est aussi l'humain en avant. Donc, ce sont des organisations apprenantes. C'est aussi un scénario où le télétravail n'est pas si développé, où en fait on est à 30% de télétravail dans nos hypothèses. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'être ensemble. Et on est sur vraiment le travail ensemble. Et les immeubles, c'est une mixité d'usages, des immeubles résilients. Et les campus, donc, ils peuvent être sur différents immeubles. On peut être du coworking, du corpo-working, mais on est vraiment sur un campus ouvert qui permet l'innovation. On est sur une entreprise en réseau où je sois, je vais communiquer. Mais on a empreinte carbone limitée. D'accord. De scénario avec 30% environ de télétravail. On est vraiment là, vous avez poussé, là, vous poussez le curseur un peu plus loin. Alors, c'est pas forcément plus loin. C'est un point de départ qui va être différent. Le point de départ, il est de se dire, en fait, là, une vraie recherche de qualité de vie au travail. Le point de départ, c'est une défiance des collaborateurs et des personnes vis-à-vis des entreprises. OK, j'ai un bel environnement de travail, mais je n'ai pas confiance dans mon entreprise et j'ai besoin de vraie qualité de vie en travail. Donc, je vais aller ailleurs. Je vais aller vers un nouveau départ, vers les territoires. Et donc, en fait, ça veut dire soit je vais aller dans un coworking, soit et même les entreprises vont avoir à structurer des sites déportés dans les métropoles ou peut-être en périphérie ou dans les centres-villes pour justement aller attirer ces collaborateurs qui partent et qui n'ont plus confiance en elles. Donc, d'ailleurs, ça veut dire énormément de services. Donc, l'hospitality management est très fort. C'est-à-dire des services qui peuvent être soit au domicile du collaborateur, soit chez le coworker, soit au siège. Il y a une vraie notion de service aux collaborateurs derrière.
et avec de nouvelles centralités et un réseau qui est accessible partout pour que, où que je sois, je puisse travailler pour l'entreprise sur n'importe quel contenu. Compris. Dernier scénario qui nous présente. Scénario, en fait, c'est on a effectivement éliminé le statu quo, mais c'est en fait un noircissement de toutes les tendances que nous voyons aujourd'hui poindre. C'est vraiment un creusement de toutes les inégalités. Et là, j'ai une qualité de vie en travail, certes pour les premiums, pour ceux qui sont efficaces, qui sont performants, qui ont des super fonctions, qui sont super innovants. Et eux, ils ont des super environnements de travail qui vont bien avec, en plein centre-ville. Ils ont le droit d'aller dans des coworking très bien équipés avec énormément de services. Mais de l'autre côté, j'ai des collaborateurs qui sont peut-être plus back-office, moins performants. Et eux, ils sont en périphérie de la ville, en périphérie d'une métropole même, dans un espace où ils n'ont pas forcément accès au réseau ou pas tout comme les autres. Et ils n'ont pas vraiment de qualité de vie au travail. Donc là, on a des implantations régionales, mais dans une toute autre perspective. Et la logique prévaut, la performance et, j'allais dire, une exploitation des métropoles, des centralités régionales. C'est super intéressant, hein, ces trois scénarios, hein, Julien, François, Bruno, je sais pas si vous voulez réagir, mais on voit que selon les choix qui vont être faits, il y a des conséquences aussi sur le collectif de travail. Et en fait, on sent qu'avec le télétravail, il y a aussi un côté un peu à la carte qui se met en place. On redonne à chacun la possibilité peut-être de s'organiser aussi, de s'organiser différemment, mais du coup, ça déstructure un peu le collectif et ça vous oblige à réfléchir à qu'est-ce que je vais proposer comme nouvelle offre, comment je vais la structurer et avec la conséquence, c'est de créer des inégalités. On entend déjà certains qui disent entre ceux qui télétravaillent et ceux qui peuvent pas télétravailler, il faut faire attention à pas trop creuser les inégalités, etc. Est-ce que ce sont des questionnements que vous avez quand même en tête dans les réflexions qui sont menées ou qui vont être menées? Je sais pas qui veut démarrer, Julien. Alors, moi, oui, le questionnement se pose surtout au niveau, comme le signalait, je regarde le chat là, des risques, comme tu disais, de collectif, de perte de sens. Et après, c'est lié beaucoup à la culture d'entreprise. Moi, je pense personnellement. Donc, un projet immobilier fonctionne aussi sur la culture d'entreprise et sur la vision. Donc, les trois scénarios sont faisables. Moi, je m'identifie plutôt au deuxième qui a été présenté. Mais c'est un choix, c'est pas la règle. Petit A. Et ensuite, il faut, je rebondis sur ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que si on doit mettre des contreparties, il faut qu'elles soient de qualité. C'est cohérent à ce qu'on disait juste avant, d'un point de vue opérationnel. J'espère être clair. François ? Ouais, je suis très d'accord avec Julien, cette notion de culture d'entreprise et qui, alors avec l'inertie actuelle, va durer. Par contre, ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est comment un nouveau collaborateur qui est finalement pas présent dans l'entreprise acquiert cette culture d'entreprise. Surtout sur des grosses, comme Bruno, on est marqué culture d'entreprise, on a des process, c'est pas des boîtes informatiques, et c'est important que on partage les mêmes valeurs. Donc ça m'interroge, c'est comment, et j'ai vu une question d'Yves sur facilitateur, c'est peut-être aussi créateur de liens, comment on crée du lien virtuellement et ça, sincèrement, il va y avoir des gens qui vont s'emparer de ça, j'en suis sûr, et j'ai pas la réponse, mais c'est une réelle question. C'est une réelle question. Il y a quelque chose à réinventer. Exactement. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec François. C'est la question. Alors déjà, tout ce qu'on présente là, pour moi, c'est quand même de grandes boîtes où à partir on peut envisager des hubs, différentes implantations. Mais effectivement, ce qui est très compliqué, c'est cet esprit d'entreprise. Et c'est ce qui est ressorti d'ailleurs de certains sondages là d'après confinement, c'est que la communication au sein des départements est restée assez bonne pendant le confinement. Il y a beaucoup de réunions. En revanche, la communication interdépartement a été assez catastrophique avec un effet un peu de silo, chacun dans son coin. Et là, c'est vraiment le risque. Et dessus, je rebondis sur aussi un commentaire que j'ai vu dans le chat, qui n'est pas tout à fait le sujet, mais pour moi, fait partie intégrante de la qualité de vie au travail, qui est le management.
en fait, l'état d'esprit qui vient effectivement de la direction en termes de confiance, en termes de leadership qui va être encore plus challenging, parce que un directeur général, s'il voit peu souvent ses salariés, il va falloir qu'il trouve un moyen quand même, malgré tout, de communiquer et que tout ça descende à tous les niveaux. Hein, et il y a cet aspect management derrière qui, derrière cette approche très théorique, prend une place très, très importante. On rappelle, Diane, les trois, parce qu'il y a des questions, hein, pour bien se refixer, les trois scénarios. Le premier, rappelle-nous. Ah, il faut que tu réactives ton micro, Diane. Hop, je t'entends plus. Là, vous m'entendez? Ouais. Oui. Pardon. En fait, il y avait 5 scénarios. Si tu reviens sur la première, en fait, voilà. En fait, pour la personne qui demande, vous pouvez télécharger l'étude complète en scannant. Sinon, je pourrais vous mettre le lien dans le chat. Camille, en fait, tu peux mettre aussi le lien dans le chat pour ton étude, parce que j'ai vu qu'il y avait des demandes. Donc, en fait, le place au statu quo, c'est vraiment, en fait, aujourd'hui, il n'est plus statu quo, c'est ce qu'on est en train de vivre. Le deuxième, c'est les vertus de la transition énergétique, prendre un nouveau départ vers les territoires, les castes digitales. Et le cinquième, on l'a exclu, on l'a pas présenté, mais c'est quelque chose qui est toujours présent, mais qui devient un peu compliqué en période post-Covid, qui est la montée en puissance des indépendants. Et c'est vrai qu'en période post-Covid, ce curseur-là, on ne sait plus le placer, en fait. On a mis à jour l'étude là, il y a 1 mois, et on a revu 5 critères, dont le taux de télétravail, la part du public, le taux de… Et voilà. En fait, on a vraiment revu tous les critères. Donc, je ne sais pas si… Donc, on voit ici, on rappelle hein, le scénario 2, qui est le développement d'organisations apprenantes. On rappelle tes critères. Ouais, on est autour de 30% vraiment, de télétravail. Oui, exactement. En fait, là, c'est vraiment un scénario où on n'a pas poussé le curseur du télétravail parce que le climat d'abord, ça veut dire aussi l'humain d'abord. C'est-à-dire que les conditions, en fait, les réglementations énergétiques sont tellement importantes qu'on devra faire des rénovations tellement importantes que du coup, ça aura des impacts sur les modes de fonctionnement et qu'il faudra avoir vraiment un fonctionnement d'entreprise global, presque démocratique, donc des organisations qui sont apprenantes et cette organisation se traduit aussi dans les campus qui sont ouverts et qui sont structurés en co-conception. Donc, on est vraiment sur un scénario place l'humain d'abord et donc se retrouver, ça veut dire pas du télétravail à 100%. Et celui-ci, celui sur la recherche de QVT. Là, on était sur un taux de télétravail qui était un peu plus élevé. On était, je crois, à 50%. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais on ne peut pas être à 80 ou 100% non plus. Parce que quelque part, en gros, aussi, on n'a pas posé cette définition, mais c'est quoi le télétravail? Est-ce que c'est juste un travail à distance ou est-ce que c'est structurellement, ou est-ce que c'est véritablement ce qu'on appelle le télétravail, c'est-à-dire c'est écrit dans mon contrat de travail? Il y a aussi, et pour répondre à la question qui était posée auparavant pour arriver à un taux de 0,6, en fait, le vrai sujet, c'est de se demander quel est le taux effectif de présence de mes collaborateurs sur un site. On disait tout à l'heure, la mesure est une question. Alors, on doit avancer quand même. Je voudrais que tu nous présentes les cas d'études, un cas d'étude que vous présentez d'ailleurs dans l'étude dont vous avez vu un petit peu plus haut dans le chat, qu'on vous a donné le lien, de même que Camille vous a donné le lien vers l'étude Réimaginer les bureaux de demain. Alors, en fait, là, ce cas-là, il n'est pas dans l'étude, c'est un cas que nous avons suivi. D'accord. Un cas d'entreprise qu'on a anonymisé. Voilà, les deux sujets. En fait, nous, dans notre mode de faire, on a souvent recours à des modélisations, pas pour se dire c'est la modélisation qui va donner tous les chiffres exactement, mais parce que les modélisations, elles permettent de mettre en évidence soit des choses qui sont contradictoires, soit pas. Et typiquement, on travaille avec un outil qui s'appelle Workplace Expert, qui permet de modéliser sur la base de quelques questions un peu clés le type de télétravail, le taux de partage auquel vous allez parvenir, voilà. Mais le point de départ, c'est de se dire, en fait, on n'est pas que sur des variables immobilières, on pose des questions sur la culture, sur un certain nombre d'éléments. Donc, en utilisant cet outil, on est parti. Le cas de départ, c'est une entreprise qui fait 300 collaborateurs en locateur, taille classique. Elle est près de l'Arc de Triomphe, tout va bien, peut s'attribuer.
Et le vrai sujet, c'est la recherche d'une forte flexibilité dans un contexte post-Covid. Donc, en fait, on a structuré 2 scénarios. On a eu 2 scénarios. Un où on poussait le curseur du télétravail à fond, avec 80% de taux de télétravail. Donc, du coup, une réduction un peu drastique au siège. Alors, on est sur un ratio de 0,7 parce qu'on rajoute de la surface et des postes de travail via les réunions, la sociabilisation, on va dire. Et les travailleurs travaillent à distance ou à leur domicile ou dans un espace de coworking. Donc, on a la composante coworking en termes de multisite qui est intégrée. Et les coworking sont dans Paris. On le voit. Et les deuxièmes scénarios qu'on a pris, c'est toujours un taux de télétravail équivalent, mais on rajoute la composante corp coworking. D'accord. Et donc, si tu vas dans la slide d'après, en fait, on peut faire dire un peu tout ce qu'on veut aux chiffres. Et l'idée, c'est pas de s'étriper sur les hypothèses qu'on a mises derrière, mais l'hypothèse, c'est de se dire, au final, est-ce qu'on a une vraie réduction de coût ou pas si on rajoute le coworking, on rajoute le corp coworking, et à quelles conditions on a véritablement une réduction de coût. Le fait est que, et du coup, le point d'entrée, il n'est pas forcément de faire des économies. Le point d'entrée, il est de se dire qu'est-ce que je donne à mes collaborateurs, c'est quoi le deal, je leur donne un peu de coworking, un peu de flexibilité, du bien-être. Et c'est vraiment de l'ordre de la stratégie d'entreprise. Et in fine, le mix, il sera sûrement propre à chaque entreprise, il évoluera. En fait, si on se pose la question, déjà, le coût, il est très lié à la structure et au choix de la localisation. On pourrait se dire, dans mes coworking, je les mets dans une banlieue où ça coûte pas cher et ça coûterait carrément moins cher. Sur les modèles économiques même, ils sont en cours de stabilisation. Le coworking, là, l'hypothèse qu'on a prise, c'est de l'abonnement, mais eux-mêmes sont en train d'évoluer. Il y aura aussi des abonnements à l'usage, plus à la carte. Et l'espace de coworking en lui-même peut devenir un élément de flexibilisation. C'est-à-dire que l'entreprise peut se dire, je vais louer un espace supplémentaire qui va être mon espace de déport à certains moments. À d'autres moments, je vais le louer à un opérateur. Et donc, ça va être aussi un élément de valorisation en plus de mon site. Et même le coût du télétravail, le modèle économique, il n'est pas stable. Quelque part, je vais jusqu'où dedans. C'était les statistiques que vous voyez tout à l'heure. J'y mets le coût d'équipement, j'y mets les services. Est-ce que, par exemple, je fais, pendant le confinement, il y a certaines entreprises qui ont fait livrer des repas au domicile de leurs collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne? Aujourd'hui, les FMR réfléchissent à ce modèle économique-là. Absolument. Et par exemple, c'est l'Allemagne, je crois, qui récemment a annoncé qu'il y avait 5 € de réduction d'impôts par jour de télétravail capé à je sais pas combien d'euros. C'est un sujet. Oui. Et après, si on s'interroge sur le site, en fait, on se dit, OK, on va réduire le site, mais fondamentalement, aussi se poser la question, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, réduire l'essentiel des coûts de réduction qu'on voit dans le tableau, ils sont liés à la réduction du site siège, parce que le coworking, ça coûte un peu cher. Et aussi au corp coworking, mais on applique au corp coworking les mêmes principes aussi. Donc, voilà. En fait, le vrai sujet, c'est quel est le critère qu'on va regarder? Quand on est sur du fixe, post-fixe, on regarde, en gros, j'ai combien de collaborateurs. Quand on passe en flex office, on regarde combien de temps mes collaborateurs sont présents au poste. Quand on passe aux environnements dynamiques, au New Ways of Working, on regarde exactement ce que les gens font, usage, activité. Mais quand on passe au mode hybride, qui est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire je suis un peu de temps chez moi, un peu de temps ailleurs, sur le site, ou voilà. En fait, le dimensionnement, il se fait sur le nombre de jours effectifs sur site. Et si on veut vraiment faire des économies, in fine, ça veut dire qu'il faut contraindre. En fait, il faut vraiment intégrer une transformation culturelle et organisationnelle de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques de listage, voire de rotation des équipes, et de listage même. C'est-à-dire qu'on n'est pas, je ne fais pas tout le monde le travail le même jour, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, ça veut dire contraindre, ou en tout cas réorganiser les équipes. Ça veut dire peut-être avoir plus de sécabilité entre les équipes. Il peut y avoir des petites équipes qui vont du coup pouvoir plus de rotation, et on va aller jusqu'au bout de la modélisation. C'est ça qu'il faut réfléchir. Et donc, c'est pas juste purement immobilier, ça impacte la manière dont les gens travaillent. Et donc, on revient sur ce qu'on disait au départ. Le sujet, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mes collaborateurs?
du bien-être, de la flexibilité. Et le sujet, c'est aussi, avant tout, qu'est-ce que je recherche en tant qu'entreprise? La variante immobilier est clairement pas le point d'entrée dans ce mix, en tout cas. Je retiens ça et complètement, Diane, et je retiens aussi ce dont vous avez parlé tout à l'heure tous, c'est qu'il va falloir sacrément suivre le taux d'occupation, quoi, et l'anticiper. Et c'est ça aussi qui va être déterminant, parce que si vous n'arrivez pas à lisser à l'arrivée, vous risquez de vous retrouver avec et des coûts immobiliers sur vos sites et des coûts immobiliers dans les sites déportés ou chez le collaborateur. J'ai l'impression qu'au final, ça peut presque coûter plus cher. Quelle est votre réflexion, Bruno, François et Julien, après tout ce que vous venez d'entendre? François, Julien. Pardon. Juste pour dire, au niveau des chiffres, nous, d'après le point qu'on a fait, on est autour de, en fonction du territoire, entre 3 et 10% d'économie. C'est vrai que c'est pas le curseur économique le plus important. Donc ça confirme quand même de voir entre 4 et 7. Et ensuite, la réflexion que ça m'amène que c'est une opportunité de donner un choix. Mais est-ce que l'entreprise veut vraiment donner le choix aux salariés? Parce que l'idée, c'est de faire vraiment de l'hybridation. Ça a un coût, à première vue. On en réduit, mais on en paye à côté. Donc, c'est vraiment la volonté, je dirais, une approche un peu plus RH ou culture d'entreprise aussi. C'est transformer la culture d'entreprise là-dedans, quoi. François? Ouais. Enfin, dubitatif. Oui, je suis dubitatif parce qu'en fait, le risque majeur, moi, que j'identifie, mais c'est peut-être lié au cycle de vie de mon entreprise, où on a des fluctuations de plus 500, plus 1000 personnes, moins 500, moins 1000 personnes, très rapidement. Et la crainte, c'est de se retrouver avec des surfaces inutilisées. Parce que là, ça plombe le budget, on passe des provisions, mais c'est une réelle catastrophe. Et c'est après les ajustements, le choix, tant qu'on n'aura pas cette flexibilité sur le marché, c'est vraiment le point dur. Excusez-moi, je suis un peu répétitif, mais c'est vraiment le point dur. Tu fais bien de le rappeler. Oui, c'est vrai que il y a cette rigidité très particulière en France, et qui plombe et qui bloque comme ça aussi des moyens qui sont alloués à des espaces qui peuvent être vides et difficilement reconvertibles. Et c'est pour ça qu'il y a des modèles je sais que j'étais contacté par des entreprises qui se proposent de se mettre, et d'ailleurs il y a des coworkers qui le proposent, de se mettre entre nous et les bailleurs et d'accompagner, c'est-à-dire on prend un bâtiment, on en occupe une surface et il y a une flexibilité, c'est le coworker qui prend ce fameux risque, une partie du risque. Mais qu'il faut payer, et qu'il y a un coût. Paye, mais sincèrement, qu'est-ce qui coûte le plus cher Tu as raison. Bruno, le mot de la fin. Je partage tout à fait ce que dit François. Enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, un peu contraint par les durées des baux commerciaux, où effectivement on ne peut pas changer d'une année sur l'autre l'empreinte foncière et donc l'évolution. Et après, alors si maintenant on va en interne, je pense qu'on est un peu écartelé avec d'un côté la direction financière, enfin le côté finance, où c'est effectivement réduire des surfaces, ça veut dire moins de loyer, moins de charges locatives, et de l'autre la QVT. Donc on parle beaucoup de qualité de vie au travail, mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est une qualité de vie pour permettre une performance. Là, je pense que les entreprises sont pas là pour donner du confort aux salariés, mais effectivement faire en sorte que l'environnement de travail, qui soit donc au siège, chez soi, en télétravail, en coworking ou ailleurs, que le salarié soit le mieux possible pour être créatif, pour être productif, qui le fasse, et justement, et on s'adapte, et c'est très bien de s'adapter un peu à l'évolution des façons de faire, où on a besoin de plus de flexibilité, où on a aussi envie, là je parle surtout pour l'Île-de-France, envie de limiter les transports pour certains qui ont des horaires pas possibles dans les transports bondés. Et effectivement, faire un peu de faire du télétravail, finalement on gagne on a moins de fatigue, et donc on est mieux dans son travail et tout se passe mieux.
Merci Bruno. Je vois Pierre-André qui nous dit si toutes les entreprises diminuent globalement leur surface, mais qui va prendre en location et à quel prix? C'est effectivement un des sujets qu'on va avoir et un des enjeux de l'année prochaine, un des sujets qu'on va avoir à traiter certainement dans un prochain webinar et dans une prochaine réunion du club immobilier. Très bonne question Pierre-André. On a aussi Diane qui nous dit le sujet est également l'attractivité des entreprises. Et oui, bien sûr, le bien-être, la flexibilité en font partie. Les attentes des salariés, il faut aussi y répondre. Et on voit que le télétravail en fait partie. Encore pas mal de sujets. Et j'ai bien compris, François, Julien, je pense, l'aura noté, qu'il y a définitivement ce sujet des baux et de la rigidité de notre système de prise à bail en France sur lequel il va falloir définitivement réfléchir. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Merci Camille, merci Diane, merci beaucoup Bruno, François. Merci à Michel qui était avec nous au début. Merci beaucoup Julien, Mr. President, pour cette toute première et pour ce bizutage en règle. Merci à vous tous de votre patience et d'être restés avec nous malgré ces quelques minutes de dépassement. On vous souhaite à tous une très bonne fin d'année, aussi bonne que possible. On espère vous retrouver très très vite l'année prochaine, tous ensemble et pour de vrai. En attendant, très bonne soirée à tous et à très bientôt. Salut, bye bye. Merci Lionel, au revoir. bye bye. Merci à vous. Au revoir.